Allez, bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode du Monde de Donald. Un monde de Donald où on va parler un petit peu de l'international et bien évidemment de la situation politique intérieure aux États-Unis. Je vous rappelle avec cette vignette que le numéro 13 du Monde de Donald était un numéro spécial on avait la chance d'avoir Alain Soral avec nous pendant une heure pleine pour faire le bilan du mandat de Donald Trump. Voilà. Si vous voulez savoir ce que pense Alain Soral des actions de Donald Trump depuis qu'il est arrivé au pouvoir, eh bien, retournez voir notre épisode numéro 13 du Monde de Donald. Alors aujourd'hui, vous le voyez sur la vignette, on va être sur deux thèmes principaux qui sont Israel First. Alors, un jeu de mots avec America First, bien entendu. Et puis Candace Owen, qui était à Moscou. Vous le voyez notamment sur cette vignette qui s'affiche. Eh bien, c'est Candace Owen qui était arrivée dimanche dernier, donc il y a un peu moins d'une semaine, il y a une semaine tout rond, et qui nous parlait effectivement de la beauté de Moscou. Elle a découvert la capitale, Candace Owen. Elle s'est rendue ensuite au SPIF, le Forum économique de Saint-Pétersbourg. Il y avait d'ailleurs une très forte délégation américaine au SPIF. Alors, il y avait des Allemands, il y avait bien entendu l'Arabie Saoudite qui a renoué ses liens d'amitié avec la Russie. Il y avait l'Inde, il y avait la Chine, il y avait quasiment tout le monde, sauf la France, bien entendu. Et en tout cas, il y avait Candace Owen qui a pris la parole, notamment lors du meeting avec le président Vladimir Poutine. Candace Owen qui est extrêmement positive sur ce qu'est la Russie aujourd'hui, c'est-à-dire un État qui respecte son histoire, un État pour les personnes qui croient en l'orthodoxie, au catholicisme, etc. Un État, en tout cas, de valeur, notamment pour les familles. Je vous renvoie notamment à la rencontre de la famille Sörlin avec le président Poutine. Donc, vous voyez, quand même, on a une proximité entre ce courant initial MAGA et la Russie telle qu'elle est aujourd'hui, les partis politiques en Russie. On en parlait hier dans Divergence avec Xavier Moreau et Fabrice Sarlin. Une très grande proximité idéologique, notamment avec des partis comme le LDPR ou Russie Unie, le parti du présidentiel, avec notamment cette philosophie MAGA. Voilà, un petit peu. Côté Candace Owen, sur les influenceurs, ben là, vous le voyez, c'est Nicolas Fuentes qui revient sur un de ses tweets qui date de mi-mai. Alors, il est revenu sur ce tweet et parlant d'Israël, il dit si vous votez contre les aides à l'État d'Israël, et si vous votez contre donc l'AIPAC, cette association qui finance notamment beaucoup de projets en soutien avec des décisions positives et favorables aux États-Unis pour Israël, eh bien, alors à ce moment-là, le lobby juif va envoyer 20 millions pour des primaires contre vous. Ils vont obtenir l'endorsement, le soutien présidentiel donc de Donald Trump, et ils vont détruire votre réputation avec de multiples faux scandales ou en tout état de cause des propagandes sur les réseaux sociaux. Vous voyez, Nicolas Fuentes qui est pas tendre avec l'AIPAC et l'État d'Israël. Alors pourquoi finalement notre ami Nicolas Fuentes n'est pas très tendre avec effectivement l'AIPAC et l'État d'Israël? C'est parce que on a un scandale qui vient de sortir, notamment vous le voyez ici avec NBC News, le Pentagone donc a réélevé la menace d'espionnage sur ses officiels et le gouvernement américain de la part justement des services de secret israéliens. Ça a été remonté, donc ce danger d'espionnage au niveau le plus élevé par le Pentagone. Ça a fait immédiatement réagir, bien entendu, toute la droite américaine. Ici, vous le voyez, c'est une reprise notamment de Thomas Massie. Alors, je vous l'ai traduit, qui dit Netanyahou ne veut pas que l'aide américaine prenne fin. Il veut la rebaptiser en partenariat pour que les contribuables américains restent enchaînés à jamais. Ce n'est pas l'Amérique d'abord, c'est un enchevêtrement étranger sous un autre nom, donc dénonce Thomas Massier. Voilà. C'est pas le seul, notamment, ce n'est pas le seul, bien entendu, Marjorie Taylor Greene,
qui a été encore plus directe, hein. Elle a dit, elle, notre gouvernement est capturé par un État étranger. Donc, on ne peut pas faire plus direct dans l'expression. Vous le voyez ici, Thomas Passi qui reprend encore un tweet sur le sujet qui confirme donc que le Pentagone voit grossir de plus en plus ces menaces d'espionnage. Alors, quel est l'intérêt de ces menaces d'espionnage israéliens? C'est peut-être tout simplement d'obtenir des leviers de pression sur des parlementaires américains en faisant après du chantage ou d'avoir des informations extrêmement sensibles qui puissent permettre à Israël d'avoir un coup d'avance sur certains dossiers. Bien entendu, c'est aussi de prendre la tendance des oppositions à Israël, des oppositions politiques à Israël aux États-Unis pour pouvoir justement, ça a été le cas de Thomas Passier, pouvoir influer sur des votes localement. On l'a vu au Kentucky, en soutenant un candidat plus qu'un autre. Voilà le but. L'idée étant, bien entendu, et on le voit dans cette reprise qui a été faite par, alors je ne sais pas si c'est ChatGPT ou si c'est DeepSeek ou un autre navigateur AI. Ça tourne sur les groupes pro-américains. Euh, c'est notre gouvernement est occupé par Israël. C'est la tendance dans l'électorat de droite aux États-Unis actuellement. Alors, quand on parle d'Israël, bien entendu, on parle de ce conflit en Iran. Vous le savez, si vous suivez l'actualité, eh bien, dans cette nuit de dimanche à aujourd'hui lundi, eh bien, les frappes ont repris des deux côtés, du côté de l'Iran sur Israël et du côté d'Israël sur le Liban, voilà, par proxy interposé avec l'Iran. Donald Trump qui est dans une situation assez compliquée, alors à double échelle. Premièrement, parce que concernant ces frappes de cette nuit, effectivement, c'est ce que indique CNN, Trump a demandé à Israël et à l'Iran d'arrêter immédiatement ces reprises de tirs. Faute de quoi, c'est ce que nous indique l'article, les accords que Trump considérait comme quasiment acté en tout état de cause, en bonne voie de signature très rapidement, eh bien, serait totalement remis en question, voire bon pour la poubelle. Donc, situation délicate. Et puis, pourquoi? Parce que tout simplement, il s'est passé deux choses. La première chose, vous l'avez vu, et on en a parlé hier encore avec Xavier Moreau et Fabrice Orlin dans Divergence, dans le 81e épisode de Divergence. Eh bien, la US House, donc la maison des parlementaires américains, a voté une résolution à 215 voix contre 208. Donc ça inclut notamment des voix de républicains, de sénateurs républicains, ce qui montre que tous les républicains ne sont pas derrière Donald Trump, contrairement à ce qu'il laisse penser. Eh bien, grâce à ce vote de 215 voix contre 208, eh bien, le président Trump ne peut plus officiellement prolonger la guerre en Iran sans la validation du Parlement américain. On verra s'il respecte la Constitution américaine. C'est une autre question. Deuxième chose aussi qui est à prendre en compte, et là vous le voyez, c'est le prix du gallon. Donc, le gallon, c'est 1 litre et quelques, je crois que c'est 1 litre 30 aux États-Unis d'essence, qui est en moyenne nationale à 4,52 dollars par gallon. C'est énorme. Vous le voyez, alors bien entendu, pas de surprise. La Californie, l'État de Seattle tout en haut, et puis vous le voyez, les États de Virginie, de New York et je crois le Maine, si je vois bien sur la carte, et l'Illinois, Chicago, enfin en gros les grandes villes américaines sont même au-delà de ces 4,52 puisque c'est une moyenne nationale. Qui est bien rabaissée, notamment on le voit par les États du Sud, vous le voyez sur cette carte, qui sont en vert très très clair. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'avec cette guerre en Iran, on parle notamment, alors ça c'est du off, on n'a pas une confirmation claire, mais beaucoup d'experts aux États-Unis disent que les États-Unis arrivent vers la fin de leurs réserves de pétrole. Donc notamment que si la guerre en Iran venait à continuer sur
de nombreuses semaines, eh bien, on pourrait avoir un prix du baril qui monterait aux alentours des 200 dollars, ce qui serait une catastrophe économiquement pour le consommateur et pour Trump, qui, rappelons-le, sera devant les électeurs le 2 2 ou 3 novembre. Je ne voudrais pas faire une erreur, donc en tout cas tout début novembre dans le cadre des midterms. Pour arriver à 200 dollars quand même du baril, il faut rappeler qu'aujourd'hui, on est à 95,5 à peu près dollars du baril. Voilà, donc on a encore un peu de marge, mais beaucoup d'experts se disent que effectivement, si le conflit revenait et redoublait d'intensité ou en tout état de cause se prolongeait, probablement juin-juillet, on arriverait au terme des réserves. Et donc là, on aurait une explosion des prix des volumes. La question va véritablement se poser. En tout cas, la réponse va nous arriver très très rapidement, puisque je vous le rappelle que nous sommes le 8 juin à l'heure où nous tournons cette vidéo. Dernière petite considération internationale. Eh bien, si J.D. Vance a totalement disparu de la scène politique américaine, c'est Marco Rubio, qui est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, qui lui est partout. Hein, il est aux côtés de Trump. Il est de tous les déplacements. C'est, semble-t-il, l'homme clé sur lequel Donald Trump peut actuellement compter. Alors après, souvent, Trump a une fidélité à très court terme. Donc on verra si ce sera le même cas pour Marco Rubio. En tout cas de cause, c'est l'homme fort de Donald Trump actuellement. Et Marco Rubio, vous le savez, est originaire de La Havane, Cuba. La question qui se pose ici dans CNN est de savoir si est-ce qu'il arrivera à convaincre Donald Trump de libérer, j'ouvre les guillemets bien évidemment dans le terme libérer Cuba, d'en faire un État, en tout cas sous domination américaine ou dépendance américaine, comme on le voit notamment avec Maduro et le Venezuela. Donc la question, elle se pose sous deux axes. Premièrement, si Donald Trump reste enferré dans ce conflit en Iran, ça m'étonnerait qu'il arrive à ouvrir un front aussi faible soit-il, hein, en opposition du côté de Cuba. Cuba a bien entendu pas une armée suffisante pour pouvoir résister, un petit peu à l'instar du Venezuela, de résister à l'armée américaine. Mais faire les deux en même temps, c'est compliqué. Voilà, donc il faudrait finir l'Iran, après partir sur Cuba, partir très vite sur Cuba, puisque on vous en parlait, les élections vont très vite arriver à la rentrée. Bon, voilà, c'est beaucoup de considérations. En tout état de cause, on sait que Marco Rubio, lui, c'est vraiment son objectif. Il a une revanche à prendre contre Cuba, son pays natal. Voilà, wait and see. En tout cas, du côté de Donald Trump, il serait bien inspiré peut-être de ne pas faire une troisième erreur après le Venezuela et l'Iran. Allez, on finit ce dernier bulletin, ces dernières minutes de ce 14e bulletin du monde de Donald avec plusieurs informations. Eh bien, vous le voyez ici, c'est un article qui est sorti toujours sur CNN sur les financements du mouvement MAGA Incorporated. Alors, MAGA Incorporated, c'est la société en fait qui gère le développement MAGA, les organisations d'événements, etc. Bien entendu, vous ne serez pas surpris d'apprendre que cette société MAGA Incorporated est gérée et dirigée par le clan Trump et Donald Trump lui-même, au demeurant. Et puis, ce que nous dit cet article est quand même extrêmement intéressant, c'est qu'il y a un nombre considérable de donateurs de plus d'1 million de dollars qui bénéficient subitement au sein de leurs entreprises, au sein de leur business, de fonds ou de subventions du gouvernement américain ou qui obtiennent des contrats de manière extrêmement avec beaucoup de succès, voilà, et extrêmement facile. Donc voilà, qui sont, c'est la question que pose CNN, qui sont ces fameux personnes qui signent le chèque de 1 million de dollars pour soutenir MAGA Incorporated et qui obtiennent derrière des gros contrats et des grosses subventions. Alors encore une fois,
toujours un côté très trouble autour des affaires du clan Donald Trump. Là, vous l'avez vu, ça a été peut-être aussi l'un des moments clés de la semaine. C'est un interview qui a eu lieu entre CBS, la journaliste de CBS, et Donald Trump. Alors, forcément, CBS, c'est un média qui n'est pas républicain, soyons très clairs. Donc, c'était extrêmement orienté, extrêmement critique auprès de Donald Trump. La question, notamment, était les prix du gaz s'envolent. Trump a répondu « ça va redescendre très vite dès que la guerre sera finie ». Elle dit « 70% des fermiers ne peuvent plus financer de fertilisants, d'engrais et de fertilisants ». Trump a répondu « oh, ils font un très bon boulot ». Et puis après, elle lui dit quel est le message que vous adressez aux fermiers. Et Donald Trump dit « ils me supportent tous, ils me soutiennent tous », pardon, voilà, pour utiliser un bon mot français. Alors ça a valu, cette interview, une énorme colère de Donald Trump, puisqu'il était vraiment sur le grill par cette journaliste, à tel point que Donald Trump s'est complètement emporté. Alors, on vous a coupé le son, mais puisqu'il y a les sous-titres. Donald Trump a commencé à dire à cette journaliste, parlant notamment du traitement de l'information qui est faite sur lui par rapport à son prédécesseur Biden, que tous les journalistes, notamment de CBS, étaient croqués. Alors, ça veut dire corrompus, ou, et c'est ce qu'il lui a dit, il lui a dit, soit vous êtes corrompu, soit vous êtes une idiote. Donc, extrêmement galant, le jeune homme. S'énervant encore plus, on le voit là sur la vidéo, pardon. Il a décroché son micro qu'il a jeté par terre et puis finalement en partant, il s'est levé et a marché sur le micro, écrasant le micro. C'est un micro cravate que vous voyez en bas de la vignette. Voilà, et il enlève le micro, il va le jeter par terre. Et puis il va lui dire quelques mots. Au moment de partir, il se lève et il marche avec son pied pour écraser le micro. Voilà, du Donald Trump dans le texte, très colérique, très sensible actuellement aux oppositions, qu'elles soient internes ou externes. Donald Trump s'est énervé beaucoup, notamment sur son propre camp, les MAGA qui se sont opposés à lui, en les insultant. Voilà, il y a véritablement le ton Trump qui est extrêmement singulier. On va mettre une petite affiche, on va pas mettre la vidéo parce qu'on vous l'a passé hier dans Divergence 80. C'est Donald Trump, qui, vous vous souvenez, pendant la campagne, parlant de Joe Biden, il disait Joe Biden est sénile, il a 80 ans, il est physiquement plus en capacité de diriger le pays. Il l'appelait d'ailleurs Sleepy Joe. Eh bien, là, les médias s'en donnent d'accord, s'en donnent à foison, puisque c'est Sleepy Don. Vous voyez, Donald Trump s'est endormi en fait lors d'une réunion qui avait lieu devant les caméras à son bureau. Alors, je ne sais pas de quoi parlait la réunion, mais effectivement, peut-être le sujet n'était pas passionnant. Donald Trump a 80 ans et donc c'est désormais Sleepy Don, comme le surnomment les médias. Lui aussi, c'est son tour de s'endormir. Voilà, Donald Trump, encore une fois, dans l'œil du cyclone. Et on va finir avec cette déclaration lors de l'interview, justement, de la personne à qui il s'est fâché. Là, on vous met le son. Et Donald Trump dit effectivement qu'il n'a, concernant les guerres, il dit « Je n'ai jamais promis qu'il n'y aurait pas de nouvelle guerre ». Je vous laisse écouter ce qu'il dit sur le plateau et je vous laisse écouter le montage qui en a été fait lors de sa campagne. Et on se quitte là-dessus et je vous dis très bonne semaine à tous sur Divergence Politique. Endless wars. This is not an endless war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. No more wars. No more disruptions. We will have prosperity and we will have peace. Under Trump, we will have no more wars, no more disruptions, and we will have prosperity and peace for all. I am the candidate of peace. I am peace.